Elle n'avait besoin que d'une chose, sauver sa mère. Il lui est suffi d'une nuit, une seule nuit, pour tout perdre. Ce qu'on t'offre en un instant peut te poursuivre toute une vie. Et Sénabou va l'apprendre, d'une manière que même la mort n'efface pas. Bienvenue sur les Chroniques Vagabondes. Messieurs, dames, asseyez-vous et regardez cette histoire jusqu'à la fin. Merci. On l'appelait la reine du quartier, pas parce qu'elle avait de l'or, mais parce qu'elle faisait briller le peu qu'elle possédait. Sénabou avait 27 ans. Elle portait la vie sur ses épaules, une mère malade, un petit frère à nourrir, un ventre souvent vide. Et malgré tout ça, elle souriait. Elle était belle. Pas la beauté des magazines. Non. La beauté qui résiste à la poussière, à la honte, à l'abandon. Tous les matins, elle se levait avant le soleil. Elle lavait, elle cuisinait, elle aidait les voisines, elle cherchait du travail, elle se battait. Sans se plaindre. Mais chaque nuit, elle pleurait. Quand tout le monde dormait. En silence. Sans bruit. Parce qu'elle ne voulait pas inquiéter ceux qu'elle aimait. Elle ne le savait pas encore, mais bientôt, une main allait frapper à sa porte. Une main tendue, avec 5 millions d'un côté, et l'enfer de l'autre. Ce jour-là, Sénabou avait emprunté un pagne propre à sa voisine. Elle avait mis un foulard serré, comme si ça pouvait retenir ses angoisses. Sa mère n'avait presque plus de force pour marcher, mais elle a insisté, « Je veux juste qu'un médecin me voie. Même si c'est pour me dire que c'est fini. » Le centre de santé était bondé. Odeur de désinfectant et d'angoisse. Les gens attendaient sur des bancs en bois, certains en silence, d'autres priant doucement. Quand le médecin est enfin arrivé, il n'a pas tourné autour du pot. Il a regardé Sénabou, puis la vieille dame, et il a dit, « Madame, ce que vous avez là, c'est une tumeur maligne. Si on ne vous opère pas très rapidement, vous n'irez pas plus loin que 2 semaines. » Sénabou a figé. Son souffle s'est coupé. Elle a entendu le mot « tumeur » comme on entend une cloche de deuil. Et puis, le chiffre est tombé. L'opération coûte 5 millions. Peut-être moins si vous avez une aide ou une assurance. Vous avez une assurance ? 5 millions. Sénabou avait du mal à réunir 5 000 francs. Elle a souri. Pas par bonheur. Par panique. Le médecin a détourné le regard. Même lui savait que, dans son monde à elle, les miracles sont trop chers. Quand le médecin a dit 5 millions, Sénabou n'a pas pleuré. Elle a simplement répondu, d'accord. Comme si c'était le prix d'un sac de riz. Mais à l'intérieur, elle était en train de couler. Le lendemain, elle a commencé à chercher. Elle a toqué à toutes les portes. Famille. Voisins. Amis. Connaissances. C'est pas que je veux pas t'aider, ma sœur, mais tu sais, les temps sont durs. C'est ce qu'on lui a répété. Encore. Et encore. Sa propre tante, qui a une boutique en ville, lui a dit, « Je vais prier pour ta maman. » Mais l'argent, je n'en ai pas. Même son amie d'enfance, la seule à qui elle avait tout donné quand elle était au plus bas, a dit, « Tu sais, j'ai un mariage à préparer. » À chaque refus, Sénabou s'est contentée de sourire. Elle disait merci. Elle disait, ce n'est pas grave. Elle disait, je comprends. Mais le soir venu, seule dans sa chambre, elle s'est effondrée. Et c'est là, dans le noir, qu'elle s'est demandé, et si Dieu n'allait pas répondre cette fois-ci. 2 jours. Il ne restait que 2 jours. C'est ce que le médecin avait dit. Et dans sa tête, ce compte à rebours résonnait comme une cloche d'église. Sénabou n'avait plus de solution. Plus d'énergie. Elle marchait dans les rues comme une ombre, traînant ses espoirs comme un sac vide. Et puis, comme sortie de nulle part, elle est tombée sur Aminata. Aminata, son ancienne camarade de lycée. Disparue depuis des années. Elle était méconnaissable, perruque soyeuse, robe moulante, parfum de luxe, téléphone dernier cri. Elle brillait. Et elle souriait. Sénabou ? C'est toi, et Dieu est grand. Tu es toujours aussi belle ma chérie. Elles ont parlé. Elles ont marché. Et Aminata a vite vu que quelque chose n'allait pas. Tu as l'air fatigué. T'es sûr que ça va ? Et Sénabou, sans savoir pourquoi, a tout raconté. La maladie. L'opération. Le montant. Le silence des proches. Tout. Aminata a écouté. Puis elle a regardé autour, et a chuchoté,
je connais un homme, il peut t'aider. Une seule nuit. Pas de sexe. Pas de violence. Juste une nuit. Et il te donne 5 millions. En cash. Sénabou a éclaté de rire. Un rire nerveux. Elle a cru à une blague, mais Aminata était sérieuse. Trop sérieuse. Réfléchis. Il est discret. Il ne demande rien d'extraordinaire. Juste une nuit avec toi. Et c'est tout. Et dans les yeux d'Aminata, il n'y avait ni moquerie, ni peur. Juste une vérité crue. Froide. Comme si ce genre de deal, c'était normal. Sénabou est rentré ce soir-là avec la phrase qui tournait dans sa tête, une nuit. 5 millions. Et dans son cœur, une lutte qu'elle n'était pas prête à mener. Si tu es encore sur la vidéo jusqu'ici, alors donne-nous la force en t'abonnant à la chaîne. N'oublie pas surtout d'aimer et de nous laisser un petit commentaire. Merci et que l'univers te protège. Ce matin-là, Sénabou n'a même pas eu le temps de se réveiller complètement. Un cri. Puis un bruit sourd dans la pièce d'accent grave côté. C'était sa mère. Elle l'a retrouvée à terre, les yeux mi-clos, les lèvres pâles. Une odeur de sang. Un filet rouge sur le menton. Le centre de santé n'a pas dit plus que ces mots, elle ne tiendra pas 2 jours de plus. 2 jours. Pas un de plus. Et tout ce qui avait encore un peu de logique dans la tête de Sénabou, s'est effondré. Elle est restée dehors, des heures durant. Sous le soleil. Sans rien dire. Des gens passaient, des voitures klaxonnaient. Mais dans sa tête, il n'y avait que ce chiffre. 2 jours. Elle a repensé à Aminata. À cette offre. À ce qu'elle avait répondu, non. Jamais. Et maintenant, même et jamais semblait devenir un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Ce soir-là, dans le silence de la nuit, elle a envoyé un simple message, je suis prête. Dis-moi où et quand. Le lendemain soir, un chauffeur est venu la chercher. Voiture noire. Vitre teintée. Aucun mot, juste un regard dans le rétroviseur. Elle a monté sans poser de questions. La villa était en dehors de la ville, loin du bruit, loin des gens. Portail automatique. Jardin taillé au millimètre. Silencieuse comme une tombe borée. Une femme en tenue noire l'a accueillie, sans sourire. Suivez-moi. Pas un mot de plus. Pas d'explication. Pas d'échange. On l'a conduite dans un salon immense. Meubles de luxe. Odeur de bois poli. Une lampe tamisée baignait la pièce d'une lumière presque religieuse. Et puis, il est apparu. Un homme. Grand. Élégant. Peau sombre. Crâne rasé. Costume noir impeccable. Pas un bijou. Pas une ride. Pas une émotion. Il s'est assis. Il l'a regardé longuement, puis a simplement dit « Bonsoir, Sénabou ». Elle a senti un frisson. Pas de peur. Pas d'attirance. Autre chose. Comme si, il n'était pas vraiment humain. Vous êtes là pour une nuit. Une seule. Il n'y aura pas de contact. Pas de violence. Pas de mots inutiles. Juste votre présence. Et demain, vous repartirez avec 5 millions. Sénabou a hésité. Elle a regardé autour. Tout semblait irréel. Puis elle a acquiescé. Et l'homme a ajouté doucement, « Alors asseyez-vous. Le temps commence maintenant. » Il était là. Assis. Immobile. Le regard droit. Comme s'il attendait Sénabou depuis 1000 ans. Elle n'osait pas avancer. Chaque pas lui semblait voler à sa conscience. Elle avait l'impression de trahir quelque chose, ou quelqu'un. L'homme a tendu la main vers la table basse. Un dossier noir, épais, parfaitement posé. Ce que vous allez signer est simple, a-t-il dit d'un ton calme. C'est un contrat. Il vous protège, et il me protège. Il a ouvert le dossier. Aucune clause visible. Pas de conditions, pas de détails. Juste une ligne à signer. En bas. Sénabou a hésité. Elle s'est assise, lentement. Son cœur cognait dans sa gorge. Sa main tremblait. « Et si je refuse maintenant ?» a-t-elle murmuré. L'homme l'a fixé. Un silence étrange a rempli la pièce.
Puis il a répondu doucement, « Vous ne refuserez pas. Parce que ce n'est pas pour vous. C'est pour votre mère. » Et à cet instant, tout doute a disparu. Elle a pris le stylo. Et elle a signé. L'homme a souri. Pour la première fois. Un sourire léger. Presque triste. « Vous venez de sauver une vie, a-t-il dit. Et de condamner la vôtre. Vous pouvez partir maintenant. La voiture vous attendra demain matin. Avec l'argent. » Il s'est levé. Il est sorti. Et elle est restée là. Seule. Avec le silence. Et ce dossier noir. Le matin suivant, à l'aube, Sénabou était de retour devant le centre de santé. Dans sa main, un sac. Dedans, 5 millions. Des liasses neuves. Sans trace. Sans explication. Sans paix. Elle a tendu l'argent sans dire un mot. Le médecin a levé les yeux, surpris. Mais il n'a rien dit. Il a juste hoché la tête. L'opération a eu lieu le soir même. Et contre toute attente, tout s'est bien passé. Sa mère a ouvert les yeux 2 jours plus tard. Sa voix était faible. Mais son sourire, ce sourire valait tous les soleils du monde. « Tu m'as sauvée, ma fille », a-t-elle murmuré. Sénabou a souri. Mais dans son regard, quelque chose avait changé. Elle rentrait chaque soir et dormait plus profondément. Elle riait avec les voisins. Elle cuisinait. Elle chantait même. Mais dans le fond de ces silences, une ombre était née. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore, mais qui, bientôt, prendrait toute la place. Au début, ce n'était que des détails. Un plat qui tourne en une nuit. De l'eau bénite qui mousse étrangement. Un miroir qui se fissure, sans qu'on ne l'ait touché. Sénabou ignorait. Ou plutôt, refusait de voir. Mais le jour où son petit frère s'est levé en criant « Maman !» Il y a quelqu'un dans le couloir. Une femme toute noire sans visage. Elle a compris. Elle s'est levée en sursaut. Elle a fouillé toute la maison. Rien. Silence. Mais l'enfant tremblait. Et son regard ne mentait pas. Les nuits sont devenues longues. Chaque ombre semblait l'observer. Chaque bruit devenait une menace. Et surtout, elle ne rêvait plus. Elle ne dormait plus. Elle flottait, perdue entre 2 mondes. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à se coucher, elle a trouvé un morceau de papier glissé sous sa porte. Il n'y avait qu'une seule phrase, écrite à la main, « Ce qui a été donné, doit être repris ». Ses jambes ont flanché. Elle a compris. Ce qu'elle avait signé, n'était pas un simple contrat. C'était un pacte. Elle n'a pas dormi cette nuit-là. Elle a attendu que le soleil se lève, puis elle a enfilé son foulard et a pris un taxi direction la villa. La même maison. Le même portail. Le même silence. Mais cette fois, personne ne l'a accueillie. Elle a frappé. Rien. Elle a frappé encore. Silence. Alors elle a poussé la porte, et elle était ouverte. Elle est entrée, les mains moites, le cœur au bord des lèvres. Chaque pas semblait résonner dans un monde vide. Et puis elle l'a vu. Assis dans le salon. Exactement à la même place. L'homme n'avait pas bougé. Pas pris une ride, comme s'il l'attendait depuis la veille. « Pourquoi ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Il a souri. Un sourire léger. Sans pitié. Sans joie. Parce que vous étiez désespéré. Et que les désespérés signent sans lire. Mais j'ai tenu ma part du marché. Je ne vous ai rien fait. Rien. C'est vrai. Mais vous avez dormi ici. Et ici, chaque seconde est une promesse. Et chaque promesse a un prix. Vous avez vendu plus que votre présence, Sénabou. Vous avez offert votre souffle. Et maintenant, il est à moi. Elle a reculé d'un pas, puis 2. Mais l'homme n'a pas bougé. Il a juste levé un doigt. Et à cet instant, elle a senti quelque chose en elle. Comme une main invisible qui lui serrait le cœur. Lentement. Sans douleur. Mais avec certitude. Elle a fui. Elle a hurlé. Elle a claqué la porte. Mais en elle, quelque chose venait de mourir. Les jours suivants, tout s'est mis à pourrir autour d'elle. Sa mère,
pourtant sauvé, a rechuté brutalement. Les médecins ne comprenaient pas. Rien ne justifiait son état. Rien de médical en tout cas. Son petit frère, d'habitude joyeux, a commencé à faire des crises. Des crises étranges. Comme s'il se battait contre quelque chose que ne voyait pas. La nourriture moisissait en une nuit. Les lampes grésillaient sans raison. Les voisins disaient avoir entendu des voix sortir de sa maison. Sénabou, elle, ne parlait plus. Elle marchait, mangeait, répondait, mais son regard était ailleurs. Comme si son âme avait décroché de son corps. Elle a revu Aminata. Une seule fois. Au marché. Elle l'a appelée. Mais Aminata s'est retournée, l'a regardée, et a fui sans un mot. Même elle. Même Aminata savait ce que Sénabou avait signé. C'est ce jour-là qu'elle s'est décidée. Elle a pris un vieux carnet, noté une adresse qu'on lui avait glissée un soir, presque en chuchotant, « Va voir ce marabout. Il ne parle pas beaucoup. Mais il voit tout. » La maison du marabout était à 2 heures du village, perdue entre les collines et les ronces. Il ne parlait pas. Il ne posait pas de questions. Il l'a simplement fait asseoir sur une natte, en face de lui. Il a allumé 3 bougies. Puis il a fermé les yeux. Au bout de quelques minutes, il a ouvert un livre. Ancien. Usé. Il l'a effleuré avec ses doigts. Et il a dit, d'une voix grave et sèche. « Ce que tu as signé n'était pas avec un homme. » Sénabou a frissonné. Ce n'était pas un contrat, mais une offrande. Tu as donné ton nom. Ton avenir. Ton ventre. Elle a levé les yeux, confuse. Mon ventre? Oui. Ce qui sortira de toi portera cette marque. Et ce qui vivra en toi, portera ce poids. Elle a senti une sueur froide couler le long de sa nuque. Elle a compris. Ce n'était pas que sa vie, c'était sa lignée qu'elle avait vendue. Elle a demandé, on peut briser ça? Le marabout a levé les yeux. Longuement. Puis a murmuré. Le mal ne se brise pas. Il se paie. Et la seule monnaie, c'est le sacrifice. Elle n'a rien dit à personne. Pas à sa mère. Pas à son frère. Pas même un au revoir. Elle s'est levée tôt. A préparé un plat préféré de sa mère. A tressé les cheveux de son petit frère. Et a rangé la maison comme si elle recevait un invité. Puis, elle a mis une robe blanche. Celle que sa mère gardait pour son mariage. Elle s'est regardée dans le miroir. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'est trouvée belle. Elle a pris un cahier. Y a inscrit quelques lignes. Puis elle a fermé la porte derrière elle. Le fleuve n'était pas loin. Les gens disent l'avoir vue marcher doucement, sans trembler, comme si elle allait à un rendez-vous d'amour. Personne ne l'a revue. Mais le matin suivant, le cahier était là. Sur la natte. Ouvert à la dernière page. Avec ces mots écrits en lettres nettes. Pardonnez-moi. Je ne voulais sauver qu'une seule vie. Je ne savais pas que j'en détruirais tant. Et au fond de la page, un dessin d'un cœur fendu en deux. Rien de plus. Je m'appelle Bamba. J'avais 10 ans quand ma sœur Sénabou est partie. Pendant longtemps, j'ai cru qu'elle nous avait abandonnés. J'ai pleuré, crié, détesté, puis grandi avec cette blessure que nul médecin ne pouvait guérir. Un jour, en rangeant les affaires de maman, je suis tombé sur un carnet. Le carnet de Sénabou. Dedans, il y avait ses douleurs, ses choix, ses sacrifices, tout ce qu'elle n'a jamais pu dire. Et j'ai compris qu'elle avait tout porté sur ses épaules, qu'elle avait tenu le poids de la famille, pour qu'on puisse vivre. Aujourd'hui, je suis adulte, et chaque jour, sa voix me guide, ne vends jamais ton âme. Pas pour l'amour, pas pour la famille. Sénabou n'était pas une sainte. Elle était plus que ça, une sœur, une guerrière, une lumière dans l'ombre. Elle a accepté 5 millions, pour une nuit. Pas de coup. Pas de chaîne. Juste une signature. Et pourtant, elle l'a payé chaque seconde, chaque souffle, jusqu'à disparaître. Il y a des choses qu'on croit faciles. Il y a des choix qu'on pense sans conséquence. Mais parfois, le prix ne se paye pas en argent. Il se paie en silence. En cauchemar. En regret. Alors dis-moi. Et toi, qu'est-ce que tu serais prêt à vendre, pour sauver quelqu'un que tu aimes ?